Savoir où sont ses préférences, au lieu de répondre humblement amen à tout ce que l'univers entier assure que l'on doit préférer, c'est garder son âme en vie. Robert Louis Stevenson, En canoë sur les rivières du Nord, 1879. Ils ont le goût du voyage et des descentes au long cours. Paul et Philippe sont partis depuis 8 jours de Genève. Ils ont déjà avalé 240 km avec, pour seul objectif, le plaisir de réaliser une grande aventure dans son pays. C'est l'envie de vivre dans la nature, de visiter la France d'une façon différente, de passer une partie de sa vie à vivre différemment de tout le reste de sa vie. Tout le reste de sa vie, on dort dans un lit, on vit dans une maison, et là, justement, pendant 2 mois, on fait un truc complètement fou, de vivre à l'extérieur, de voir les choses différemment et d'apprécier la nature, les animaux, enfin, tout ce qu'on voit autour de soi. Les descentes en canoë ou en kayak, qu'on fait à longueur d'année, elles ont toujours une fin. Ça dure une journée en général, ou parfois quelques jours. Là, on avait envie d'un trip qui ne s'arrête jamais. Parce qu'à la fin d'une journée, sur une rivière, on débarque et puis on voit le virage qui se profile derrière. On se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on ne le sait jamais. Là, ce coup-ci, pendant la grande traversée, on va aller voir chaque virage jusqu'à la mer. Tous les jours, c'est donc le même plaisir de glisser sur les longs fleuves tranquilles. Paul et Philippe devraient arriver à Saint-Nazaire fin octobre ou début novembre. Je devais avoir 7 ou 8 ans cet été-là. C'était en fin d'après-midi à Bourg-Saint-Maurice, sur le lac. Mon oncle m'a posé dans un kayak, et là, l'illumination. Je découvrais le plaisir simple de se déplacer sur l'eau. Seul dans mon kayak, je découvrais la liberté. J'en ai fait mon sport. Je l'ai pratiqué sous toutes ses formes. Et puis plus tard, j'en ai fait mon métier, en devenant photographe de sport de plein air. Mais à force de vouloir partager ma passion, je me suis oublié. Trop d'ordinateurs, trop de bureaux, trop de choses compliquées. Et la rivière s'est mise à m'appeler. Des films, des amis, des inspirations m'ont rappelé ce que je savais depuis toujours. Il faut être libre. Un jour, j'ai simplement ouvert ma porte. J'ai mis mon canoë sur un chariot à roulettes, marché 3 km pour rejoindre la Drôme, je l'ai descendu jusqu'au Rhône, enchaîné sur le fleuve jusqu'à la confluence de l'Ardèche, puis remonté celle-ci jusqu'au Pont d'Arc. 130 km en 3 jours. Un dimanche, j'ai passé ma journée sur Google. La grande traversée était née. 5 étapes principales se profilaient. Descendre le Rhône sur 400 km entre Genève et Pont-Saint-Esprit. Remonter l'Ardèche et son affluent le Chasse-Zac sur 70 km. Traverser le Massif central entre l'Évance et Langogne sur 70 km à pied. Descendre l'Allier sur 370 km, dont 70 km d'Allier Sup, la partie la plus costaud. Et puis terminer sur la Loire avec 540 km pour rejoindre l'Atlantique. Une aventure de 1450 km pour environ 2 mois. Je pensais vivre cette aventure tout seul, et puis un jour j'en ai parlé à un ami, Philippe. C'est moi, Philippe. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux venir avec moi? Bien sûr que je viens avec toi. Restait à trouver quelques sponsors pour financer l'aventure et surtout se faire plaisir avec du super matériel. Et nous voilà équipés pour une mission sur Mars. Jean-Philippe Bouvard. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Ça te dirait de traverser la France avec moi? Non, c'est absolument pas.
6 septembre 2017. Nous embarquons au centre de Genève. Et c'est parti pour l'aventure. Dès les premiers kilomètres, nous plongeons dans l'ambiance du Rhône sauvage, le fleuve tel qu'il était autrefois. Il nous faudra 6 jours pour rejoindre Lyon, avec pas mal d'épreuves, dont le vent et les portages de barrages. Le portage le plus périlleux sera pour le 2e jour, avec le barrage de Génissia, le plus haut barrage du Rhône. Sur ce portage, bien des randonneurs ont cassé leur chariot ou laissé basculer leur embarcation dans le ravin. On est en train de fêter notre premier 100 km. Wouhou! 4e jour sur le Rhône. Il pleut depuis ce matin. On s'y attendait. Et là on est sur la section Yenne jusqu'à Groslay, 30 km. Pour l'instant pas terrible, mais il pleut, donc j'imagine que rien n'est beau quand il pleut, ou pas, je sais pas. Le moral est comment? Bon, parfait, nickel. Le moral du filou est bon. Moi, ça va mieux que ce matin. Donc, tout va bien. Voilà. Et ben, plus que 1003. Donc, on va y aller. A plus. Les gens que nous croisons nous prennent souvent pour des aventuriers. Mais nous ne faisons pas une expédition. Juste une grande promenade de 1400 km. Cette promenade, je l'ai préparée pendant 2 ans. Je suis donc prêt à accueillir chaque averse, chaque tempête, chaque vent de face. Je veux tout et je suis prêt à tout. Mon équipier va gérer les épreuves au fur et à mesure qu'elles se présenteront. On est à la Fessine à Lyon. On vient de boucler nos 200 premiers kilomètres après Genève. Donc c'est une belle étape. À partir d'ici, c'est cap au sud pour 200 km supplémentaires jusqu'à Pont-Saint-Esprit. Lyon arrive bien vite. On se sent un peu comme des ovnis au cœur de la ville. On est amusé mais pas vraiment à notre place. Une question revient souvent à propos de la navigation sur le Rhône. Est-ce qu'on a le droit ? Il est bon de rappeler que la liberté de navigation est quasi absolue en France. Elle est inscrite dans tous les codes et textes de loi. Il faudra juste respecter les zones interdites au camping, par exemple les réserves fauniques, ou encore les proximités de barrages. Oh mon Dieu! Le pompier! Allez Bouvard! On nous a souvent demandé aussi si l'on avait droit de bivouaquer. En fait, il ne faut pas confondre le bivouac et le camping. Bivouaquer, c'est planter sa tente à la tombée de la nuit pour la démonter au petit matin. En principe, il est autorisé sur l'espace public. Et du bivouac, nous allons manger à haute dose. Wow! C'est pas trop tôt. Ça y est, moi je suis au gouvernail. Yes! Wouhou! 8 km/h sans pagayer. Wouh! Les 5 derniers jours sur le Rhône, nous nous rapprochons de chez nous avec la sensation bizarre que la grande traversée n'a pas encore commencé. Après chaque barrage, nous découvrons de magnifiques coins de nature, le Rhône tel qu'il était autrefois, avec des petits rapides, des joncs, des launes pleines de charme
où les oiseaux ne sont jamais dérangés. On est à 8h30 là, donc on va pas se poser de questions. Le Rhône représente un peu la phase d'échauffement de la grande traversée. 13 jours de rodage physique et de mise en place d'automatismes dans notre vie de bivouac. Au bout de 13 jours, nous atteignons Pont-Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'à 120 km de la Méditerranée. Il nous en reste 1000 jusqu'à l'Atlantique. Lundi 18 septembre, on arrive à Pont-Saint-Esprit après 404 km de Rhône. C'est la fin de l'acte 1 de cette aventure. Et là, à 100 mètres, c'est l'Ardèche. Donc nous allons tourner à droite et partir vers l'ouest. Maintenant commence la traversée du Massif central qui va se dérouler en 3 temps sur à peu près 15 jours. Donc 70 km de remontée de l'Ardèche et du Chassac, son affluent. Ensuite une marche à pied de 70 km entre les Vences et Langogne. Et ensuite la partie Haute-Allier, donc barrage de Nossac jusqu'à Langeac, 70 km dans l'Allier supérieur. Et à Langeac, on pourra à peu près dire qu'on a passé le Massif central. Bye bye le Rhône. Bonjour l'Ardèche. Et on va commencer par un portage pour passer cette bestiole. Ce Rhône était très très chouette, c'était magnifique tout le long et c'est vraiment génial, je sais pas quoi dire d'autre, c'est sublime. Ça correspond à ce à quoi tu t'attendais? Ah non, moi je m'attendais que ça soit nettement moins joli, nettement moins sauvage, beaucoup plus endigué. Franchement j'étais agréablement surpris, c'est au-delà de mes espérances. Donc petit bilan du Rhône, c'était mieux qu'on espérait. En tout cas mieux que j'espérais. Je pensais que c'était pas terrible sauf exception et en fait c'est super beau sauf exception. Donc c'était sauvage dans l'ensemble et avec pas mal de surprises, des coins très tranquilles, dans des endroits complètement inattendus, notamment en dessous de Lyon. Et puis plein de possibilités de bivouac, voilà, ça reste quand même assez sauvage. Le fait qu'on soit en septembre aussi aide pas mal les choses. En été, ça aurait peut-être été un peu plus encombré sur les berges. Mais voilà, une belle première partie de descente qui s'achève. Et puis, très excité d'attaquer la deuxième partie, l'Ardèche. Voilà, avec ces 70 km de remontée. A plus. Nous voilà sur la perle des perles, l'Ardèche, l'une des rivières les plus célèbres d'Europe. Bien des gens l'ont fait en canoë, mais peu l'ont parcouru à contre-courant. Alors on nous regarde souvent avec des yeux ronds quand nous parlons de la remontée de ces deux rivières, l'Ardèche et le Chassac. Il faut souvent répéter 2 fois. Oui, nous avons remonté la rivière à contre-courant. En fait, l'affaire n'est pas si compliquée. L'Ardèche est une succession de rapides et de plats. Sur les plats, il n'y a qu'à pagayer. Et quand les choses se compliquent, sur les rapides, il faut soit pagayer à contre-courant, soit tirer le canoë avec une corde. On appelle ça passer à la cordelle.
En choisissant de partir au mois de septembre, nous pensions tomber sur une Ardèche plutôt basse, presque à sec. Nous espérions 4 mètres cubes, c'est 25 mètres cubes que nous devrons affronter. En atteignant le pont d'Arc, nous arrivons à la sortie des gorges, ou plutôt à leur entrée. Il reste alors une quinzaine de kilomètres pour atteindre le Chassezac. Nous nous attendons à un parcours facile car beaucoup plus plat. Mais c'est sans compter les 5 barrages qu'il y aura à franchir, avec des portages très physiques. À chaque fois, il faut débarquer les 130 kg de paquetage, porter le canoë et recharger le tout au-dessus du barrage. Fin de la deuxième étape. On va dire 2,5, puisqu'on est à la confluence entre l'Ardèche et le Chassezac. Donc là on vient de remonter 50 km en 4 jours. En fait c'est en 3 jours, mais on s'est pris un jour de congé au Gournier parce que c'était super chouette. Et donc voilà, il reste 24 km de Chassezac qui nous attendent. On ne sait pas trop d'où vient l'eau, il y a de l'eau partout. C'est plutôt pas mal. Le Chassezac étant connu pour partir en perte, disparaître sous la terre en période de sécheresse. Donc là, on devrait éviter ça. Mais à partir de là, on découvre un peu parce que le bas Chassezac, ni Philippe ni moi on connaît. L'Ardèche a été assez difficile à remonter. Mais le Chassezac va s'avérer une véritable épreuve physique. Qui est-ce qui a commandé 25 mètres cubes sur le Chassezac là? Parce que nous on avait prévu, moi, sur mes plans c'était 4, pas plus. Termine l'aventure de la grande remontée, de la grande traversée. Ainsi s'achève 74 km sur la Ardèche et le Chassezac, dont 25 sur le Chassezac qui était quand même à pas piquer des vers, beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. Et on a mérité chaque mètre. Et le Chassezac ne nous aura cédé aucun mètre gratuitement parce qu'il y avait du courant, un lâcher d'environ 25 mètres cubes qui a rendu les choses plutôt difficiles. Après ces 19 premiers jours en canoë, nous troquons la pagaie pour des chaussures de randonnée. Mesdames et messieurs, bonjour, en direct de Champs-Redon. Champs-Redon, 5 minutes d'arrêt sous la bâche de la cabane des chasseurs parce qu'il pleut. Après avoir parcouru 15 km depuis les Vences dans un décor, ma foi, absolument somptueux. Féerique. Féericuleux, exactement. Et il nous reste 2 km si la pluie veut bien s'arrêter. 5 km, c'est exactement ce que je voulais dire. Et si nous ne convertissons pas définitivement à la chasse, puisque nous sommes dans une cabane de chasseurs. Protecteur de la nature. Protecteur de... Et éducateur à l'environnement. Et éducateur à l'environnement. Voilà.
Donc bientôt la pluie va s'arrêter, Inch'Allah, et nous allons pouvoir reprendre notre belle première journée de randonnée direction Tignes. Tignes, une nuit d'arrêt. Tignes, une nuit d'arrêt. C'est en 4 jours que nous allons relier l'Évence à Langogne, le départ de l'Allier supérieur. Tignes, Saint-Laurent-les-Bains, Luc, nous marchons souvent sur le sentier de Stevenson, l'une des inspirations de la Grande Traversée. Un ami guide de montagne, Philippe, nous rejoint pour l'occasion et nous n'aurons même pas à nous pencher sur la carte. Le dernier jour, alors qu'il doit rentrer chez lui, nous continuons la promenade en solo et nous nous paumons 5 fois d'affilée. Nous sommes décidément meilleurs à la pagaie qu'en lecture de cartes. L'Allier Sup. Philippe et moi attendions ça avec impatience. Nous sommes des canoteurs, mais nous sommes aussi des kayakistes passionnés, fans de rivières pentues. L'Allier supérieur, c'est l'aventure dans l'aventure. Et ce moment-là, nous avons voulu le partager avec quelques-uns de nos meilleurs amis, eux aussi fans de rivières sportives. L'Allier supérieur est l'une des rivières les plus sauvages de France et aussi l'un des parcours de classe 4 les plus réputés d'Europe. La classe 4 désigne le niveau de difficulté de la rivière. Considérez que le Rhône ou la Seine, c'est de la classe 1 et que les chutes du Niagara, c'est de la classe 6. Vous voyez donc où se situe l'Allier Sup. Il y a un petit niveau d'eau mais c'est bien cool, bonne équipe, ça rend bien, on a un hôtel 1000 étoiles, donc c'est cool. Personne sur les berges, on est seul au monde, donc c'est parfait, on se régale bien, top. La grande traversée sur l'Allier, comme ça. Là c'est bonheur. Le bonheur est dans le pré. Ça se paye, hein, loupure. Surtout, ne pas s'étaler. Je suis là. Je me lèverai un peu d'intimité, merde. Le paysage est magique et les gorges très isolées. Si la rivière n'est pas si difficile à parcourir en kayak d'eau vive, en canoë c'est une toute autre affaire. La navigation est très technique, surtout avec un bateau chargé. Le premier jour de descente, nous serons plusieurs à passer à l'eau. En soi, dessaler n'est pas vraiment un problème, mais quand on transporte tant de matériel vidéo et photo, il faut rester vigilant. Donc 70 km entre Nossac et Langeac qui se sont bien passés, un peu de pluie au début. Et puis un petit bain quand même au milieu, enfin un truc moche où on a perdu une GoPro et quelques souvenirs. Mais dans l'ensemble, 3 super jours avec une super bande de copains. Et ça restera un moment vraiment intense de la grande traversée et c'est très bien. Voilà, donc 10 petits kilomètres
la fin de l'étape 3. Paul Villecourt, Philippe Bouvard, Paul Villecourt, Philippe Bouvard, Paul Villecourt, Philippe Bouvard, Philippe. Hop. Oh non, je suis pas arrivé. Un, deux, trois. L'arrivée à Langeac marque la fin de la séquence action de la grande traversée. Nous avons passé le Massif central. C'est cuit. C'est bien d'arriver. Passé Langeac, nous voici en terre inconnue, ou plutôt en aqua incognita. Nous ne connaissons pas le reste du parcours. L'Allier Tranquille est pourtant l'une des destinations de canoë-camping les plus célèbres d'Europe. Chose étrange, elle est presque plus pagayée par les Allemands et les Anglais que par les Français. À l'origine, le canoë est une embarcation d'exploration, de transport et de commerce. C'est ainsi que se déplaçaient les Premières Nations amérindiennes, puis les prospecteurs et autres trappeurs du continent nord-américain. Le canoë loisir est né en Europe dès la fin du XIXe siècle. Des notables, comme l'Écossais Robert Louis Stevenson ou le Français Ernest Essex, soignaient leur manque d'aventure en explorant les rivières à la pagaie. Un peu plus tard, avec les congés payés, la pratique se popularisait un peu plus en France. Jusque dans les années 50, des associations comme le Canoë-Kayak Club de France ouvrirent en canoë la majeure partie des rivières de l'Hexagone, même les plus difficiles. La SNCF permettait le transport des canoës, facilitant ainsi les navettes. C'était la course à la première. Quand tous les parcours furent à peu près explorés, les pagayeurs se tournèrent vers la compétition en oubliant le côté aventurier du canoë-camping. 70 ans plus tard, ce qui constitue les racines du canoë et du kayak moderne a quasiment été oublié. Mais les rivières coulent toujours, et les barrages n'ont pas encore complètement ruiné les derniers territoires sauvages, ni coupé les envies des explorateurs modernes. Un mois après notre départ de Genève, alors que nous avons déjà parcouru près de 650 km, nous allons rentrer dans une phase bien différente de la grande traversée, le réensauvagement. Nous parlons moins et nous sommes de plus en plus connectés avec les oiseaux. On est sur le Haut-Allier, ça doit être le pont de Vieille-Brioude si on ne se trompe pas. Et on doit être au 30e jour de grande traversée. Et on va bientôt célébrer aussi la moitié du trip, donc le cap des 700 km. Ça fait bien plaisir. Et donc là on part pour une bonne journée de 30-35 km. Après une nuit absolument glaciale dans un champ de vaches où on a cassé la glace ce matin sur le siège pour repartir. Mais avec le soleil,
tout repart. Et quand on est sur l'eau, tout va bien. Martin pêcheur, Cinq le plongeur, héron, cormoran. Nos sens deviennent de plus en plus aiguisés pour identifier les oiseaux. Depuis Langeac, nous avons le plaisir de pagayer avec un invité, Jean-Pierre. Retraité et grand baroudeur en kayak de mer. Le soir, nous laissons Jean-Pierre rejoindre sa douce Aline qui l'attend dans leur camping-car et nous cherchons le coin le plus caché possible pour planter les tentes. Un soir, alors que nous cherchons un lieu de bivouac, Philippe part repérer et revient avec Michel, 67 ans, gentil comme tout. Cet ex-68ard est en train de ranger définitivement un bout de forêt qu'il a transformé en espace d'expression depuis 5 ans et qu'il a nommé Michael Land. C'est l'anniversaire de Philippe, alors on trinque avec Michel pour la dernière de Michael Land. Anniversaire Philou, joyeux anniversaire. Depuis le départ, nous avons toujours invité ceux qui le voulaient à nous suivre sur les parcours de leur choix. Seulement 2 conditions, être autonome et avancer au moins aussi vite que nous. Parfois, nous traversons une ville ou un village. Toute atteinte sonore, chimique ou visuelle à la pureté des paysages nous choque un peu plus maintenant. À Varennes, c'est l'entrée dans la réserve de l'Allier, où l'homme est prié de regarder sans toucher, d'observer respectueusement les bestioles et de passer son chemin pour les laisser en paix. Peu à peu, nous changeons de camp. Tous les jours, nous voyons plus de Martin pêcheurs que d'hommes. Depuis quelques jours, c'est moins la joie dans le bateau, pour des raisons différentes à chacun. Le ciel un peu trop bas et gris pour l'un, et les étapes de plus en plus longues pour l'autre. 42, 44, 47 km par jour. La dernière journée sur l'Allier est plus qu'intense. 57 km pour relier le Vurdre à la Charité-sur-Loire. Un nouveau record dont les bras vont se souvenir. Voilà, on est sur le pont canal, le fameux pont canal, sur le canal latéral de la Loire qui marque la fin de l'Allier. Donc derrière nous, le bec d'Allier avec ce magnifique ouvrage qui mérite d'être vu une fois dans sa vie. Donc c'est la fin de l'étape Allier, 370 km et quelques en 10-12 jours, on ne sait plus. Voilà, qui nous a mené du barrage de Nossac jusqu'à ici. La fin était vraiment magnifique avec des oiseaux partout. Les records là d'oiseaux étaient à 500 mètres d'ici. Voilà, une nouvelle étape qui commence avec la Loire, 540 km. Que du bonheur. À plus. La Loire. Wouhou. Nous croisons souvent des pêcheurs de silure,
près de la centrale nucléaire de Belleville, nous discutons avec deux jeunes qui campent depuis 2 nuits sur un banc de sable. Leur Graal, attraper un malabar de plus de 2 mètres et le relâcher immédiatement après la photo. Pour ces 13 derniers jours sur la Loire, nous allons avoir la chance d'avoir de plus en plus d'accompagnants. Vers Orléans, c'est Joris, guide de canoë local, qui nous fait faire le tour du propriétaire. Alors là, on est à bout entre Saint-Denis-de-l'Hôtel, Jargeau et Chessy. Donc on est sur une petite partie de la Loire où on trouve des effondrements karstiques qu'on appelle les BIM. Donc c'est un petit effondrement qui alimente une rivière souterraine qui alimente la rivière le Loiret. Les gens que nous rencontrons sur notre parcours ont toujours des étoiles dans les yeux. Ils envient ce moment de liberté que nous nous offrons. On a main sur Loire, on est perdu dans la brume. On sait où le courant va, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et pour l'instant, on n'a pas touché de cailloux, c'est un miracle. Nous nous réjouissons depuis longtemps d'arriver bientôt à Amboise, qui marquera la moitié de notre parcours sur la Loire. Nous avons aussi barboté quelques fois dans le secteur, et l'idée de retrouver des paysages connus n'est pas désagréable. Chaumont et son joli château ouvrent le bal. Un peu plus bas, le club d'Amboise fait la surprise de nous rejoindre avec une dizaine d'enfants et d'adultes, et nous nous laisserons descendre jusqu'à destination sans planter un seul coup de pagaie sur 10 km. Méfiez-vous, la Loire est dangereuse. Cette phrase-là, nous allons l'entendre des dizaines de fois. Les bancs de sable sont la raison de toutes les peurs, et notamment les culs de grève situés en aval des îles. Vous avez pied, le sable devient de plus en plus mou, et soudain, il n'y a plus de fond. La Loire n'est donc pas dangereuse en tant que telle. S'y baigner sans savoir nager, et sans comprendre comment fonctionnent les bancs de sable, là est le danger. Bienvenue au pont de Tours, on nous en avait parlé, on aurait dû prendre un petit peu plus d'informations parce que il est très beau mais c'est une belle galère. Nous avons dû le porter à droite alors que ça se passait à gauche. Vous voulez de la carte postale de Loire? C'est à Bréhémont que ça se passe. Un joli quai, une ribambelle de bateaux traditionnels, tous plus beaux les uns que les autres, et des locaux aimables et amoureux de leur fleuve. De la préhistoire jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, au milieu du 19e siècle, la Loire fut un axe de navigation majeur, transportant marchandises et personnes. L'histoire de la batellerie ligérienne interpelle surtout les navigateurs que nous sommes. En pagayant sur le fleuve à niveau très bas, avec ce vent dominant d'ouest, nous avons souvent imaginé le calvaire qu'a pu être la navigation de ces bateaux beaucoup plus gros que nous, devant affronter les bancs de sable, les rapides, les ponts, le vent ou l'absence de vent. Toutes les marchandises n'arrivaient pas forcément à destination. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'est né le vinaigre sur les quais d'Orléans, où les tonneaux de vin, en attente de correspondance pour Paris, finissaient par tourner. Peu après la traversée de la ville de Tours, nous allons entrer dans une phase difficile. Notre pire ennemi se manifeste alors, le vent. Au niveau des ponts de C, nous sommes debout sur les pagaies pour faire avancer le canoë. Et nous affrontons des vagues et un lit très large, bourré de bancs de sable, qui nous forcent à faire de grandes diagonales sur des lignes droites infiniment longues. Nous croisons même des kitesurf, ces planches de surf tractées par des cerfs-volants. Visiblement, nous ne faisons pas le bon sport ce jour-là. Eux s'éclatent, mais nous, pas du tout. Nous avons un nouveau visiteur, Bernard. Il va terminer l'aventure avec nous, mais il devra subir sans échauffement le rythme assez élevé que nous nous imposons. Avec lui,
nous allons aussi affronter la plus belle tempête de la grande traversée. Nous sommes à Ancenis, arrivés à Ancenis. Ça fait bien plaisir. Bah, c'était long, c'était venté, c'était pluvieux, mais c'était bien. Justement, plus c'est pluvieux, plus c'est bien. C'est à partir d'Ancenis que la marée commence à se faire sentir, alors que nous sommes à près de 80 km de la mer. Il ne sera presque plus possible de débarquer à marée basse, ou alors il faudra le faire dans de véritables champs de vase. Nous traversons Nantes bouche bée, les ponts, les immeubles modernes dans la première partie, les immenses bateaux, dont un magnifique navire militaire servant aujourd'hui de musée, les docks perchés tout là-haut, les chantiers navals, l'immense pont de Cheviré. Passé Nantes, il nous reste 20 km pour atteindre l'écluse de la Martinière, l'un des seuls endroits où il est possible de débarquer. Voilà donc le dernier bivouac de la grande traversée. Il a une saveur toute particulière. L'émotion monte à l'idée d'arriver le lendemain. Ce soir-là, je tombe sur le coucher de soleil le plus majestueux que j'ai jamais vu. Et je prends ça comme un cadeau d'arrivée. Dernière journée sur la Loire. On est où, s'il vous plaît? Vous êtes à Procès, limite Paimboeuf. Ah, limite Paimboeuf. Limite Paimboeuf. D'accord. Vous êtes à 2 km de Paimboeuf. Ah, ça c'est la bonne nouvelle, ça. Mercredi 25 octobre 2017, nous atteignons Saint-Nazaire après 50 jours de grande traversée. Mesdames et messieurs, Saint-Nazaire, voilà. Au milieu de la Loire. Il n'y a pas de fond et on s'est dit qu'on pourrait peut-être poser le bivouac ici, hein, avec des gros bateaux. Pour Saint-Nazaire. Allez, attention. Traverser la France n'était qu'un prétexte. J'ai réalisé mon rêve. Faire ce que j'aime le plus au monde pendant 2 mois. Glisser sur l'eau, au milieu de la nature. Comme cet après-midi-là, sur le lac de Bourg-Saint-Maurice, quand j'avais 8 ans. Ne rien faire d'autre que pagayer, manger, boire et dormir. Bah, on est à 8,5 là, donc on va pas se poser de questions. Se souvenir que l'on ne vit pas que pour travailler et qu'il y a urgence à vivre ses rêves. Et vous? Quelle aventure allez-vous choisir ?